Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Bernard, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette nouvelle émission Café Trailer du mercredi soir, ce rendez-vous du mercredi soir. Comment vas-tu Bernard ? Bonjour, tu m'entends bien ? Moi je t'entends très très bien. Parce que moi j'ai un petit problème de son avec toi par contre là du coup. Ok, il y a un petit décalage, c'est pas trop grave, ça reste correct. Bon, parce que je t'entends à peine en fait. Donc Okay. Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver et ravi de faire cette émission avec toi pour échanger un peu sur l'ultra et sur mes ultra défis. Donc écoute, c'était une belle occasion de se rencontrer en tout cas. Tout à fait, parce qu'on est tous les deux bretons, on ne se connaît pas dans la vie réelle, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer en course. Mais du coup, ça va être une belle rencontre, à mon avis, parce que tu as, je pense, plein de belles choses à nous raconter. Alors, pour rappel de tous ceux qui découvrent peut-être l'émission, vous pourrez poser toutes vos questions en direct à Bernard. Donc, comme voilà, j'afficherai les questions que vous pourrez poser à Bernard durant toute l'émission et on y répondra avec grand plaisir. Mais dans un premier temps, Bernard, la première question que je pose à tous mes invités, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton premier trail ? Alors, mon premier trail, ma première grosse aventure en trail, je faisais pas mal de marathons, du triathlon jusqu'à l'Ironman. Et puis, j'ai un copain qui me dit, écoute, il y a un super truc à faire, c'est la Saint-Élion. Donc, mon premier trail, ça a été la Saint-Élion et c'était 2009. Et un trail très difficile, très technique, comme chacun sait, comme chacun qui connaît la Saint-Élion sait que c'est compliqué. La Saint-Élion, donc c'est Saint-Étienne-Lyon. À l'époque, c'était encore 69 km et on partait le premier week-end de décembre pour arriver et on part à minuit. Donc effectivement, D'accord, ouais, c'est ça. Ouais, donc ça, t'as commencé en trail avec direct dans la grosse distance, quoi. Direct dans la grosse distance. C'est vrai que je sortais d'un entraînement assez lourd avec l'Ironman, puisque quand on fait un Ironman, c'est entre 14 et 16 heures de sport par semaine. Donc, j'étais plutôt assez en forme et j'ai voulu tenter cette aventure. Franchement, ça m'a pas... Alors, l'aventure est extraordinaire, mais ça a été dur. Ok. Ouais. Et donc, à la suite de ça, toi, tu t'es dit, ça y est, c'est vraiment fait pour moi ce sport. Faut que j'enchaîne, faut que je retrouve un autre rapidement, ou tu t'es dit plutôt plus jamais? Non, alors, comme à chaque, je ne sais pas si ça vous fait souvent cet effet-là, quand on arrive, on se dit plus jamais. Et puis, à peu près 3 secondes et demie après, on se dit, bon, quel est le prochain ?
Ouais. Moi, je Moi, sortais j'appelle d'Ironman. ça l'effet de l'alcoolique qui veut arrêter de boire. Ouais, c'est exactement ça. Donc, l'histoire, elle est. Moi, je sortais du triathlon et notamment de l'Ironman, et il y avait un esprit de compétition qui est vraiment super fort dans ces sports-là. Et j'ai trouvé dans le triathlon, justement, de l'entraide, vraiment un état d'esprit différent que j'ai adoré. Donc, Dans le finalement, trail, tu veux dire? dans le trail, oui, pardon. Ouais. Dans le trail, j'ai trouvé vraiment un état d'esprit de la solidarité. Alors, moi, je ne joue pas les premières places, c'est plutôt l'aventure que je joue. Donc, des aventures humaines incroyables. Et vraiment, c'est ça qui m'a transporté. Je me suis dit, là, c'est ce vers quoi j'ai envie d'aller. Ok, ça marche. Alors, on le voit un petit peu derrière toi, il y a des photos de désert. On voit aussi Ouais, dans l'affiche de ton bouquin qui est aussi tout en bas ouais, que tu aimes particulièrement le désert. Mais, donc, on en reparlera de ton livre tout à l'heure. ouais. Mais avant tout, qu'est-ce qui t'a amené, enfin, est-ce que tu as toujours été fan de sport dans ton enfance, comment tu as commencé en fait à faire du sport? Quels étaient tes premiers instants de sport? Alors, les premiers instants de sport, c'était surtout de la natation. Donc, moi, je suis nageur d'origine. Donc, j'ai nagé pendant 3-4 ans et après du funboard. Et de 20 ans à 30 ans, carrière professionnelle, je voulais avancer dans ma vie professionnelle, donc rien. Donc ça a été une période où rien ne s'est passé. Et puis un jour au bureau, un copain me dit, enfin un collègue de boulot me dit, bah tiens, le midi on court, viens avec nous. J'ai dit, écoute, non, moi je cours pas. Et, ouais. Donc je me suis remis au sport comme ça, finalement, donc à l'âge de 30 ans. Et après, après c'est en fait, ma vie est faite de rencontres, comme beaucoup d'ailleurs. Donc un premier 10 km où je mets quasiment 15 jours à remarcher. Très rapidement, 6 mois après, on fait un SMI. Mon premier SMI, je m'en souviens encore, c'était 1h52. Donc depuis, je me suis amélioré. Et en Ouais. fait, moi, j'ai une courbe qui est. Donc j'ai commencé vraiment le sport à haut niveau assez tard. Et donc, je suis toujours en train de progresser. C'est ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. J'arrive encore à améliorer mes temps au marathon. Donc, c'est ça qui est génial. Euh, donc après marathon, et puis j'ai mis la main dedans, et puis des rencontres, et à chaque fois un copain un soir me dit bah tiens, on va faire du triathlon, allez on repart sur le triathlon, et puis après l'Ironman, et puis le trail, avec une carrière professionnelle qui était bien remplie. Donc après ça me fait toujours un peu sourire parce qu'on me dit oui mais moi j'ai pas le temps de faire du sport. Mm. Alors en fait, on se lève tôt, on peut se coucher tard, et puis le midi, au lieu d'aller au resto, en fait, on peut courir ou nager. Voilà. Donc moi, j'étais directeur commercial d'une boîte, il y a toujours des possibilités, et le sport a toujours été ma façon de manager mes équipes. Dans le sport, on triche pas, dans le sport, on ment pas. Si on s'entraîne, on y arrive. Et puis il y a des valeurs qui sont extraordinaires. Et tous les défis que j'ai pu accomplir avec des personnes de ma boîte, on est toujours en relation aujourd'hui. On a souffert ensemble et on est toujours ensemble. Bah, c'est vrai que ces moments de sport, et notamment quand c'est dans l'ultra, dans des distances qui sont très longues, on est nombreux comme ça à dire qu'il y a des visages, des rencontres qui se font et qui durent dans le temps, parce que c'est quand on vit émotionnellement comme ça, des choses qui sont très fortes avec les gens, ça reste pendant longtemps. Ouais. Donc, ok, super, belle histoire. Et donc, du coup, pendant 10 ans, tu dis que tu as arrêté le sport. Ensuite, tu étais directeur commercial. Et ensuite, tu as décidé de changer quelque chose. Si je ne m'abuse, tu as changé d'activité professionnelle. Voilà, donc il y a maintenant 5 ans, changement de vie professionnelle, donc un retour à la nature et un retour en Centre-Bretagne. On décide de racheter une affaire en Centre-Bretagne où on fait des mariages et séminaires. Donc une activité qui marchait extrêmement bien il y a encore un an, donc un Mm. petit peu plus au repos aujourd'hui. Mm. Et quand on a repris cette activité avec mon épouse, j'avais besoin de me remettre des défis. Et je m'assois dans mon canapé, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? Donc je suis très heureux de reprendre cette affaire. On est entouré d'un écrin de verdure. Le site est écologique, etc. Chauffage au bois, air d'eau naturel, etc. Donc un site extraordinaire. Mais j'ai besoin d'un défi. Et puis je tape sur Google très bêtement course la plus dure du monde.
Et donc, je vous engage à le faire et vous tomberez sur le Marathon des Sables. Marathon des Sables, donc, est une course qui est très bien organisée et qui est très paramétrée. Donc, c'est entre 1000 et 1200 coureurs. Et je me suis plongé dans cette aventure et je l'ai préparée 8 mois avant. D'accord. Et comment tu l'as préparé, ce marathon des sables? Surtout que c'est très particulier. Le désert, tu connaissais peut-être un petit peu ou pas du tout? Comment tu l'as Alors, appréhendé, en fait, ce trail? le désert, je connaissais un petit peu parce que je l'avais fait en 4x4. J'ai traversé la Libye en 4x4 quelques années auparavant. Donc, le désert, d'abord, j'en ai besoin, j'aime ça. C'est comme un marin sur l'eau. Le désert, c'est un appel, c'est une sérénité, c'est une beauté cruelle. C'est tout ce qu'il vous a donné, il peut vous le reprendre la seconde d'après et vice-versa. Et donc, j'adore cette ambiance. Et moi, j'ai une particularité par rapport à d'autres, c'est la chaleur n'est pas un problème pour moi. En revanche, le froid l'est. Donc tout ce qui est TMB, tout ce qui est en montagne, est quelque chose qui m'inquiète plutôt parce que je souffre énormément du froid. Et par contre, la chaleur ne me fait pas souffrir. Et donc l'entraînement, ça a été donc en Centre-Bretagne, du côté de Pontivy. Et donc aujourd'hui, je ne m'entraînerai plus de la même façon puisque j'ai beaucoup appris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inconnu en fait. C'est de connaître mon corps et de savoir comment je vais pouvoir réagir dans des situations que je ne connais pas. Donc, c'est l'entraînement. J'ai regardé un peu sur les sites, mais il n'y a pas grand-chose qui existe sur les plans d'entraînement pour le Marathon des Sables, qui sont des courses très particulières. En autosuffisance, c'est 250 km au Maroc. Donc, sur 5 jours, c'est des courses par étapes. Et donc, la préparation, ça a été entre 50 et 120 km par semaine. Au départ, sans le sac, et puis petit à petit avec un sac. Après, il y a eu la préparation du sac, la préparation alimentaire, la préparation des chaussures. C'est une aventure. Le Marathon des Sables, ça reste aujourd'hui une des plus belles aventures que j'ai vécues. Aventure Il y a humaine. beaucoup de personnes qui disent que sportivement, finalement, c'est très accessible parce que, enfin, on dit que même en marchant, en randonnant assez rapidement, on est dans les barrières horaires parce qu'elles sont très larges, mais que en fait, c'est à faire et c'est à faire par le côté humain et que humainement, c'est juste quelque chose d'incroyable, notamment avec les bivouacs le soir où on se retrouve. Et de cet aspect-là, il y en a beaucoup qui recommandent le Marathon des Sables pour ça. Ouais. Alors là, par contre, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, j'avais rencontré sur Facebook une personne qui allait faire le Marathon des Sables, qui était à Bordeaux, Jean-Christophe, je ne sais pas s'il m'écoute ce soir. Et donc, ça fait un peu site de rencontre, mais donc on se partageait nos expériences, nos entraînements, etc. Et donc, on s'était dit qu'on allait le faire ensemble. On arrive à l'aéroport et puis là, on se trompe d'escalier et on en rencontre 3 autres. Donc, il y avait quelqu'un de l'Est, il y avait quelqu'un du côté de Strasbourg également, quelqu'un du Sud-Ouest. Et donc, on était chacun d'une région différente. Et finalement, on ne s'est pas quitté du début à la fin. Donc, on a rencontré, ça a vraiment été une famille parce qu'on a couru ensemble, on a souffert ensemble. On est resté 7 jours ensemble. Et aujourd'hui, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans, on s'appelle toujours une fois tous les mois ou tous les 2 mois. On est resté en contact. Donc, pour te dire, il y avait quelqu'un du GIGN, il y avait quelqu'un qui était boueur, il y avait donc tous les milieux confondus. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a passé des moments vraiment extraordinaires. Et comme tu dis, le bivouac, c'est quelque chose à vivre, quoi. C'est fabuleux. Le petit feu le soir. Évidemment, le désert, ça va avec le petit feu le soir. Et comment tu as fait pour préparer justement ce sac? Parce que autant, bon, l'entraînement, c'est quelque chose que, bon, ça peut varier d'un profil à l'autre en fonction des besoins que la personne va avoir. Par contre, le sac, j'imagine que, alors même si les coureurs les plus expérimentés doivent avoir leurs petits trucs, leurs petites astuces, leurs petites habitudes, malgré tout, je pense que quand tu t'engages pour la première fois sur ce type de course, les sacs doivent à peu près se ressembler. Enfin, j'ai ça dans l'idée parce que tout le monde prend à peu près la même chose. Il y a un nombre de calories à prendre minimal, il y a du matériel minimum, du matériel obligatoire. Comment toi, tu t'es organisé et quelles erreurs que tu as fait que tu ne ferais plus maintenant?
Alors effectivement, déjà il y a un règlement, donc c'est 2000, comme tu le disais, c'est 2000 calories par jour. Donc on est absent, enfin on est en autosuffisance pendant 7 jours, donc il y a 14 000 calories. On doit présenter des petits sacs avec les calories et avec les aliments à l'organisation pour qu'ils verrouillent bien qu'on ait l'alimentation. Donc bien évidemment, là c'est la nourriture lyophilisée pour avoir le moins de poids possible. Moi, ma stratégie, elle était basée sur le poids. Et après, en fait, on a chacun des trucs coureurs. Donc moi, c'était plutôt sur la partie bobologie. Donc je pense que je pouvais faire 3 fois le marathon des sables. J'avais à peu près tout ce qu'il fallait. Et par contre, je n'avais pas suffisamment mangé. Donc je m'étais et pas suffisamment de vêtements chauds. Donc j'avais amené trop de médicaments pour tout ce qui est grippe intestinale, grippe intestinale, tout ce qui est ampoule, strap, etc. Là-bas, en fait, l'organisation, elle est fabuleuse. Il y a 70 médecins. C'est juste, il y aurait presque besoin de ne rien amener au niveau médical. Donc là, je me suis un peu trop chargé là-dessus. Après, il y a l'histoire du matelas. Alors, est-ce qu'on prend un matelas? On ne prend pas de matelas. Donc moi, j'ai choisi. Alors, on s'était dit oui. Après, on s'était dit non avec mon copain de Bordeaux. Bon, lui, il a pris un matelas dur, style camping, Décathlon. Et moi, j'ai trouvé un truc qui était fabuleux. C'était un matelas alvéolé. Donc, tu souffles 4 fois dedans, il se gonfle et tu dors très, très bien. Alors, la problématique qu'il y a eu, c'est l'acacia. Le matelas gonflable n'aime pas l'acacia. Donc, 2 jours après, tout était crevé. Donc, j'ai dormi sous la couverture. J'ai dormi sur la couverture après, sans matelas. Donc, la nourriture, franchement, il y avait. Moi, j'avais un sac qui pesait 7 kg, 7,2 kg. Mes collègues étaient plutôt à 10. Sauf, on avait un militaire dans la tente, lui, il faisait 6 kilos. Donc, il était le poids minimum. Donc, il avait découpé toutes les lanières, etc. Pour faire des tongs le soir, il avait pris des semelles de chaussures intérieures, les semelles intérieures. Et il a mis des petites lanières pour faire des tongs. La brosse à dents, donc on était là, on a tous coupé le manche. Bon. Alors après, pour faire le feu, il ne faut pas prendre. En fait, il y a juste besoin d'une timbale en alu. Il n'y a pas besoin de prendre le trépied, des pastilles, etc. Il y a suffisamment pour faire le feu. Et puis, ça fonctionnait très, très bien. Et puis surtout, après, on a partagé l'alimentation parce que moi, j'en avais pas assez. Il y en avait qu'en avait pour 15 jours. Donc, il n'y avait pas de souci. Par contre, il faut bien se mettre en tête, il fait froid la nuit. Donc, il ne fait pas extrêmement chaud la journée. Enfin, moi, ça ne m'a pas gêné, mais ça monte à 35, 36. C'est chaud quand même, hein. Mais la nuit, ça descend à 4-5. Ah oui. Donc, il faut vraiment, l'amplitude est assez forte. Et moi, j'avais pas. Alors, il y en a qui prennent des combinaisons de peintre aussi pour passer la nuit. La combinaison de peintre, là, le problème, c'est qu'au bout de 3 jours, elle est déchirée en deux. Donc, après, il y a des. Voilà. Donc, à mon avis, c'est le poids. Il ne faut pas trop charger le sac parce que les premiers jours sont très douloureux. Hein, ça brûle le dos. Et puis avoir un peu de confort quand même, ça fait du bien. Et surtout d'avoir des petits. Alors moi, je sais que j'aime bien le saucisson. Donc, pour me faire un petit plaisir, un petit bout de saucisson, c'était des petits moments de bonheur. Ouais, le petit plaisir du soir comme ça, tu retrouves ton petit bout de Ouais, saucisson, ça fait bien, ça fait du bien au moral. c'est clair. Ah, c'est une bonne astuce, ça, la combinaison de peintre. Ça m'aurait été bien utile pour le GR20. J'avais un drap de soie, Ah mais ouais. comme tu disais, il s'est déchiré assez vite. Et je pense que voilà, c'est pas pour les mêmes raisons, c'est plutôt pour les puces de lit que ça peut être utile. Mais Ouais. ouais, bonne astuce, ça, le coup de la combinaison de peintre, j'y aurais pas pensé. Alors, comme je le disais au tout début de l'émission, vous pouvez poser vos questions à Bernard, hein. N'hésitez surtout pas dans les commentaires, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube, peu importe, et on y répondra avec grand plaisir. Donc, on était sur la nutrition, et j'en profite du coup pour en afficher la question de Pierre qui demande si tu préconises un type de lyophilisé. Alors, un type de lyophilisé, alors j'ai regardé un peu tout ce qui existe. Aujourd'hui, ce que je peux vous conseiller, après avoir fait quelques ultras et beaucoup plus longs que le marathon des sables, moi j'avais pris MX3, donc j'ai pas de partenariat avec cette marque-là, mais c'était MX3 parce qu'ils ont un pack en fait marathon des sables. Moi, ce que je propose, c'est surtout de prendre au maximum de la nourriture bio.
Au maximum, aujourd'hui, on va parler après des autres courses que je fais, mais aujourd'hui, quand je pars dans le désert, je prends au maximum des choses naturelles. C'est-à-dire, alors, ça va être une boîte de thon, par exemple, donc c'est un peu plus lourd, mais surtout, je le digère très très bien. Ça va être du riz déjà pré-cuit, donc j'ai juste à faire réchauffer. Et après, ça va être, moi, je me fais des boules d'énergie. Je ne sais pas si tu connais ça, toi, les boules Ouais. d'énergie. Donc, c'est une naturopathe qui m'avait donné le truc. Donc, ce sont des dattes avec des baies de goji, avec des noix de cajou. On fait tout un mix, etc., avec de l'huile de lin et on les met un peu dans de la poudre de noix de coco. Et c'est très énergétique. Et franchement, la problématique des produits lyophilisés, ça va être la digestion. Et au bout de 2 jours, vous avez des problèmes digestifs. Il y a des gens qui ont dû arrêter le marathon des sables parce qu'ils étaient brûlés aux entrejambes. Hein. Mais brûlés, brûlés. Vous Ah voyez. ouais, parce que ah ouais, d'accord. Ouais. Ouais, je Ok. suis désolé de rentrer dans ce type de sujet, mais Ouais, non, mais, mais, on a tous mais compris. au bout de 2-3 jours, en fait, on n'est pas habitué à manger cette nourriture. Et voilà. Donc, les bars, c'est bien. Prenez le maximum de nourriture bio. Et puis vraiment, tout ce qui est raisin sec, fruits secs, et puis des noix, etc., noisettes. Ok, non, c'est très cohérent ce que tu dis parce qu'on dit que, alors, j'ai jamais fait ce type d'épreuve, mais par contre, pour avoir échangé avec des personnes qui l'ont fait, on dit que plus l'effort est long et plus il faut que l'alimentation se cale sur ton alimentation de tous les jours finalement. Ouais, Donc c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de manger du lyophilisé chez ouais. soi, donc ça n'a pas Mm. vraiment de cohérence de manger du lyophilisé quand on n'en a jamais mangé, quoi. Ouais. Et franchement, sur le marathon des sables, tout le monde a été plus ou moins malade, hein, malade, des brûlures d'estomac. Alors, c'était surtout sur la longue, parce que comme tu le disais très justement tout à l'heure, le marathon des sables, même si au global, ça fait une course qui est très longue, c'est très accessible, parce que les temps sont. Puis la course, on risque pas de se perdre. Là, il n'y a aucun souci de repérage, il y a toujours du monde. Il y a aucun problème là-dessus, mais ouais, il faut vraiment bien travailler sur l'alimentation. C'est vraiment un gros sujet, ça. Ok. Si tu avais une anecdote, un moment à nous partager, alors j'imagine que tu dois en avoir plusieurs qui reviennent comme ça en tête quand on te propose de raconter une chose. Mais si tu en avais un seul à raconter de ce premier marathon des sables et de cette première expérience du coup dans le désert, ce serait quoi? Le premier marathon des sables, ce marathon des sables, c'était par exemple, c'était le premier jour. Premier jour, donc on n'a aucune notion en fait de savoir où on se trouve dans la course. Donc je pars plutôt bien. Je suis une jeune femme qui courait plutôt bien, mais on était à 11 km/h, donc je faisais attention de ne pas aller trop vite, parce que c'est souvent ça le problème du premier jour. Hmm. Et je la suis très très bien, etc. On commence à monter. Elle est toujours à 11 km/h, j'y tiens, elle court quand même pas mal. Hmm. Donc je continue encore un petit peu et puis en fait je la lâche. Donc bon, le soir j'ai appris que c'était la première féminine en fait. Donc 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 des fois on se méfie pas, mais là et puis petite anecdote, j'ai couru après avec le garde du corps du président Sarkozy. Ah, Donc ça, c'était ok. sympa. Donc on a passé un bon moment. Il m'a raconté pas mal d'histoires, qu'il avait avec le président. Donc ça, c'est des moments qui sont sympas. Beaucoup de partage. Et puis, par exemple, l'arrivée de la longue que j'ai fait avec un Hongkongais. Alors les Hongkongais, ils sont très, très festifs. On a l'impression d'avoir un peuple qui est très strict. En fait, là, il se lâche complètement. Et donc, il m'a pris dans les bras, on a dansé, etc. sur la ligne d'arrivée. C'était l'étape longue. Ça, c'était des souvenirs incroyables. Ouais. Ah, c'est vraiment ça, hein, le trail, l'ultra trail, c'est un petit peu ça qui nous manque à tous dans cette période de confinement. Ouais. Mais donc toi, tu as trouvé un moyen pour contrebalancer un petit peu ce confinement qu'on a vécu et on pourra en reparler juste après. Mais avant, j'aimerais qu'on discute un petit peu de comment est-ce que toi, personnellement, et du coup dans ta famille, vous avez fait pour vivre du coup ce confinement parce que votre activité professionnelle en tant qu'organisateur d'événements dans l'événementiel Ouais. il a été perturbé. Et comment est-ce que tu penses que ton côté ultra trailer a joué
dans cette capacité à rebondir et à t'adapter à cette situation? Effectivement, ce qui est arrivé il y a maintenant une petite année, c'était complètement imprévisible. Nous, on avait 2 ans de chiffre d'affaires écrit, puisque les mariages se réservent bien avant. Donc, on était vraiment tranquille et tout s'est effondré, puisqu'on n'avait rien fait depuis 1 an. Donc, on s'est retrouvés, puisque tous les deux, ma femme et moi, on travaille dans l'entreprise, donc on s'est retrouvés sans rien. Et là, il faut avoir effectivement un tempérament de sportif. Moi, j'ai toujours besoin de me redonner des objectifs. Et là, l'idée, il était hors de question pour moi. Alors, c'est vrai que sur tous les réseaux, on voit, ça y est, c'est fini, on ne pourra plus recourir, on ne peut plus rien faire, etc. Moi, je me suis dit, ça, c'est pas possible. Il faut absolument trouver une solution pour pouvoir redonner de l'espoir, du dynamisme, partager des choses. Il faut se réinventer. Donc, c'était l'idée que j'ai pu avoir. Alors, il se trouve que moi, j'ai un site qui est assez grand. Donc, puisqu'on fait de l'événementiel, donc je me dis, on ne fait pas de chiffre d'affaires, mais au moins, je vais aller courir dans mon jardin, dans mon parc. Donc, j'ai un petit tour de chez moi qui fait 4 km en restant chez moi, en respectant les règles de confinement. Donc, c'est vrai que c'est une chance pour un ultra-trailer qui est unique, puisque j'ai des côtes, j'ai de tout. Et donc, dès avril, j'ai lancé sur les réseaux, je vais faire un marathon chez moi. Si vous voulez m'accompagner en virtuel, accompagnez-moi. Moi, tous les 5 km, je vais partager un petit peu ce que je ressens, comment ça se passe. Je n'étais pas entraîné, donc l'idée, ce n'était pas de faire un temps. Moi, la performance, de dire, moi, c'est pas mon truc, c'est plutôt le partage. De partager vraiment mon expérience, les bonnes choses, les moins bonnes. Et puis, je ne pensais pas que ça aurait pris aussi bien. Et à la fin de la journée, on était 150 à avoir couru, à m'avoir envoyé des photos. Finalement, par réseau, comme ça, on a passé une bonne journée tous. Et puis, du coup, j'ai un ultra-trailer de Paris qui s'appelle Bertrand Lelouch, qui m'appelle et qui me dit, écoute, ton histoire, c'est complètement taré ce que tu fais, mais ça me plaît. Donc, c'est vrai, comme on ne peut rien faire, on va le faire en fait. Et donc, on a créé avec Grégoire par la suite, on a créé donc le Confine Sport Challenge. Aujourd'hui, donc on est un petit 2800 coureurs dans le monde. Il y a 66 pays. Et l'idée, c'est de ponctuer cette période avec un rendez-vous. Donc, c'est rendez-vous tous les samedis à 10h avec une thématique. Alors, souvent, il y a une couleur et puis un exercice à faire. La performance, elle peut être là, bien évidemment, parce que nous, on aime la performance. Mais la première session, par exemple, il y a une dame avec un déambulateur, elle avait fait 200 mètres. Et ça, je trouve ça génial parce que elle, ça l'a éclaté aussi d'avoir fait cette démarche-là. Et puis nous, on adore ça aussi. Donc, on a fait donc depuis 1 an. Donc, il y a des périodes, il y a des moments où on est un peu plus en sourdine, mais on a essayé de se réinventer et on a recréé une famille en fait. Et donc, il y a le Kazakhstan, il y a le Japon, et chacun raconte un peu la sienne. Ils envoient leurs photos. Moi, je fais un mur de photos. Et puis surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a de la solidarité. On a envie de se revoir après pour faire un truc tous ensemble. Voilà. Pour moi, le sport, c'est ça, en fait. C'est partager un moment, quel que soit le niveau qu'on a, quels que soient les objectifs qu'on a, on se retrouve autour d'un objectif qui est de passer un bon moment ensemble. Ah, c'est une belle histoire. C'est une très belle histoire, l'histoire de votre groupe. Alors, pour rappel, Bertrand Lelouch, qui est l'auteur de Trail et Ultra Mythique. Donc, deux livres qu'il a écrits qui sont absolument fabuleux et que je vous invite à lire. Ouais. Et Grégoire Chevignard, qui est aussi auteur et qui a participé au Marathon des Sables aussi, avec son livre alors, si je me trompe pas, c'est De mon canapé à la course la plus dure au monde. Ouais, c'est bien ça, ouais. Donc voilà, c'est deux personnes aussi qui sont vraiment fabuleuses. Donc, et puis qui sont adorables. Et puis surtout, tous les soirs, on s'appelle. Qu'est-ce que tu en penses? Comment on fait? Ça s'est fait vraiment de façon super fluide. Et on s'est jamais vu physiquement. C'est ça qui est énorme. Mmh. Non, mais en fait, on se rend bien compte que quand il y a une bonne idée comme ça,
les gens adhèrent et ça suit et ça fait tout de suite des bons moments. Et même si comme tu disais, on se voit pas, il y a quelque chose derrière. Genre, pour avoir organisé un relais sur 48 heures, Ouais. donc c'était pendant 1 heure chaque personne comme ça, on se connaissait pas d'avant pour la plupart. Et pendant 48 heures, donc tout un week-end, ça a été une ambiance sur un groupe qui est né en une semaine. Et à la fin, c'est plus de 1 000 € récoltés pour une association. Et comme ça peut naître très rapidement, comme ça, avec une bonne idée, une mise en place. Donc bravo pour votre groupe et votre organisation. Et comment Merci. est-ce que vous avez animé ça? Concrètement, qu'est-ce que les gens devaient faire? Comment est-ce que ça s'animait sur le long terme? Bah, par exemple, tous les samedis, donc on cherchait une idée. Donc au départ, moi j'ai lancé la corrida. Alors la corrida, pour ceux qui connaissent, c'est une course sans être une course. On se déguise, on court, et puis on boit des petits coups à droite à gauche. Donc là, l'idée, c'était de faire une corrida. Alors on avait tous l'air un peu idiots, mais chacun chez soi, puisque là à l'époque, on n'avait pas le droit de sortir de chez soi. Chacun devait être déguisé. L'idée, c'était de faire 2 ou 3 kilomètres dans son jardin. Donc celui qui a un tout petit jardin, ben, il tourne, il tourne, il tourne. Et puis à la fin, d'envoyer la photo déguisée, et puis on prenait l'apéro ensemble. Donc le truc n'existe pas, le truc est un peu qui est risible. Et puis donc il y a eu cet esprit-là. Après c'était en blanc, après on a fait du vert, après on a fait du jaune. Après, on a fait triathlon. Après, on a fait donc triathlon. C'est parti en live complet. Il y en a qui se sont mis en ski en plein été en mettant des bâches plastiques. Enfin bon, on est parti sur des délires. Et en fait, on s'est fait marrer. Et puis l'idée, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, écoute, euh, grâce à toi, ça nous fait passer la semaine plus facilement. Puis on oublie un peu cette conjoncture. Parce que vous allumez la télé, vous devenez fou. Donc là, ça nous permettait de passer à autre chose. Donc, non, non, c'était. Et il y a la meilleure déclaration que j'ai pu avoir, c'était un couple qui m'envoie un message et me dit, écoute, grâce à vous, on a refait des activités avec nos enfants alors qu'on ne faisait plus rien depuis très longtemps. Et là, on a repris du plaisir à faire des choses ensemble. Et ça m'a fait super plaisir parce que voilà, c'est ça l'idée. Après, quel que soit le niveau, on fait et on passe du temps ensemble avec sa famille, avec ses copains. Et voilà. Ah, c'est sûr, ça occasionne toujours de belles histoires et de belles rencontres et qui peuvent durer, encore une fois, ce genre de projet, c'est vraiment absolument fabuleux. Mm. Parce que à chaque fois que tu fais des défis, à chaque fois que tu accomplis des exploits comme ça, parce que faut pas se mentir, ça reste des exploits de faire des courses comme ça, absolument incroyables. Euh, à chaque fois, tu le fais, alors au-delà de la course à pied, parce que tu fais aussi des défis en natation. euh, Ouais. à chaque fois, tu le fais pour une association. Donc ça, c'est quelque chose de très généreux. Et voilà, qu'est-ce qui te motive et dès le départ, pourquoi est-ce que tu t'es dit, moi, je vais pas faire ça uniquement comme ça, je vais faire ça pour une association à chaque fois? Alors, d'abord, moi, j'aime, comme je te dis, je fais pas la course aux médailles, même si si j'aime bien la médaille d'ailleurs, quand même, hein, Mhm. mais je fais pas ça pour ça, et je fais ça pour partager. Et moi, je me dis que j'ai une chance infinie, que j'ai beaucoup de chance d'avoir la vie que j'ai. Et donc, si je peux redonner le peu ou le très peu, c'était Théodore Monod qui disait ça, le peu ou le très peu qu'on peut donner, eh ben, il faut le donner. Alors souvent, il y a quelques personnes, maintenant un peu moins, mais qui me critiquent en disant ouais, mais ça sert à rien. Bah, de toute façon, si on fait rien, ça sert à rien, ça c'est sûr. Maintenant, moi, j'essaye de contribuer. Alors, c'est une petite goutte d'eau, c'est un petit pain de sable, c'est un petit quelque chose. Mais à chaque fois que je fais une course, effectivement, je la plug sur un côté solidarité avec des créations de cantines, avec une création de cantine, pour des associations, pour des enfants. En général, il y a c'est beaucoup pour les enfants parce que ça me touche particulièrement, parce que c'est notre avenir. Et puis, en allant dans ces pays désertiques, ça donne un sacré coup de pied au cul, quoi, en fait. Hein. Donc, Mhm. nous, maintenant, je laisse jamais un robinet ouvert, quoi. C'est impossible. Un robinet d'eau ouvert, c'est juste improbable. Après, c'est des souvenirs dans le désert enfin, je me dis que ça me prend du temps, ça m'engage, mais surtout le bonheur que j'en récupère et le regard d'un enfant, parce que souvent on ne parle pas la même langue, mais le regard d'un enfant avec les yeux brillants, ça me fait plaisir et je me dis que j'ai contribué pour un petit peu à améliorer sa vie. Ok, super. Euh,
juste une question par rapport à ça, aux associations, parce que avec ma stature de YouTube, machin, c'est vrai que je suis amené à avoir une certaine visibilité et forcément j'ai été contacté par des associations et j'ai toujours refusé ça pendant très longtemps parce que je me disais pourquoi est-ce que j'aiderais cette association-là et pas une autre. Alors cette vision-là que j'ai eue l'année dernière, enfin ou les années d'avant, elle a changé. Elle a changé depuis que justement on a fait ce relais 48 heures et que j'ai trouvé qu'il y avait une énergie, une force qui te pousse encore plus au-delà de ton propre mental qui est de terminer l'épreuve. Mais comment est-ce que tu fais, toi, du coup, pour choisir les associations avec qui que tu vas aider? Parce que c'est quelque chose que finalement, moi, j'ai envie de faire maintenant, de aussi apporter cette aide et cette visibilité sur une association à chaque course. Comment tu fais pour les choisir? Ouais. Alors, je partage d'abord à 100% ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, moi, jusqu'à présent, les associations, il y a beaucoup de choses, tu ne sais pas où l'argent va. Moi, je me rappelle, il y a 30 ans, mon père, il donnait de l'argent pour le cancer, et puis en fait, on s'est aperçu que le type, il a détourné tout l'argent et qu'il s'achetait des maisons avec. Donc, d'abord, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai créé mon association. Donc déjà, l'argent rentre et je le remets à la bonne personne. Par exemple, en Mauritanie, comme je l'ai fait 2 fois, j'avais repéré la première fois et l'argent, je le remets, là c'était au chef du village, je le remets directement en personne. Après, je suis surtout sur des associations qui sont locales parce que ça me permet de voir si, ce qu'elles font et ce qu'elles ne font pas. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui se disent actives et qui font rien du tout. Ça, c'est très clair. Alors, c'est pour ça qu'après, j'ai créé la mienne, qui est une association qui a vocation d'aider les enfants en Afrique. Mais effectivement, c'est super compliqué. Alors, moi, je préconise plutôt l'association locale. On me l'a reproché aussi, on m'a dit ouais, attends, tu vas aider des enfants en Afrique alors que nous, on a besoin pour des enfants qui sont déficients mentalement, on a aussi besoin, etc. Donc oui, il y a plein de besoins. J'ai une liste d'attente et puis, mais je te dis, je préconise surtout de faire du local et ça me permet d'avoir un suivi. Donc je donne, mais je vais voir ce qui se passe. Ok, super. Merci Ouais. pour ton partage. C'est un petit peu une crainte que j'ai et qui m'a un petit peu aussi empêché de faire ça pour le moment. Mais bon, voilà. Je pense que je vais tenter de passer ce cap-là. Donc, Ouais, alors tu vois, moi, là, je suis en train de vivre une aventure de folie. Normalement, bon, je vais peut-être euh, changer le déroulé de ton entretien, mais là, je vais partir normalement au Mozambique à la fin de cette année. Et j'ai rencontré une société, il y a maintenant 1 an, une société qui s'appelle Armor, qui fait du film solaire. Donc, moi, j'ai une problématique sur mes sacs, c'est le poids et notamment tous les chargeurs que j'ai, puisque ça représente plus d'1 kilo, puisque je suis en autonomie complète. Donc, ça représente 1 kilo, 1,2 kg pour charger le téléphone, charger la frontale, charger les écouteurs, charger enfin, tout ce que on a besoin de charger, le téléphone. Et j'ai contacté cette société qui est basée à Nantes, qui est une très grosse société qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde. Et puis, je les ai contactés. Je leur ai dit, écoutez, voilà, je peux vous apporter ma modeste expérience. Je sais que dans le désert, il n'y a pas grand-chose au niveau solaire qui fonctionne. Est-ce que vous pourriez m'aider? Et puis, j'ai rencontré le patron, etc. Il me dit, écoutez, ouais, mais je ne pensais pas que c'était comme ça. Je lui dis, oui, le sable, il est dans l'air, il se met dans les collectiques, et en fait, il y a rien qui marche vraiment. Et donc là, on est en train de faire un sac à dos, ça va être pour le moment le numéro 1, un sac à dos qui va être totalement recouvert d'un film solaire, donc ça va peser 80 grammes au lieu des 1,2 kg, avec une petite disque sous le sac pour que je puisse charger tous mes appareils. Et là, cette société-là vient de me rappeler à la fin d'année pour me dire, écoute, tu repars au Mozambique, on a envie de t'aider. Et il m'offre plus de 60 000 euros de matériel solaire qui partira au Mozambique à la fin d'année. excellent. Donc, Excellent. c'est un truc, je l'aurais jamais rêvé.
Mais donc là, on vient de finaliser toute l'opération ces jours-ci. Donc, toi, c'est tout neuf. Et ça me fait super plaisir parce que, alors, donc, il y avait problème de droit pour l'envoyer puisque c'est assez conséquent comme matériel. Donc, ils me payent en plus le transport. Il y a juste les frais de douane. Il faut que je négocie un peu avec la douane pour qu'ils me laissent passer le matériel. Mais c'est génial, quoi. Ouais, ouais, belle Ouais. histoire. Belle Donc, tu histoire. vois, voilà. C'est vrai que si tu n'avais pas mis, ben, si tu n'avais pas été dans ce milieu-là, peut-être depuis longtemps, tu n'aurais peut-être jamais monté ce projet-là. Et Exactement, ouais. Alors après, tu vois, c'est pour ça, faut pas se fermer. Des fois, c'est les associations. Voilà, moi, ça m'a amené à cette histoire-là qui est. Je te dis, j'aurais jamais pensé pouvoir avoir une telle dotation, mais c'est bon, c'est extra, quoi. ouais, les réponses viennent en chemin. Ouais, C'est bon. c'est exact. Ok, super, belle histoire. Alors, parlons un petit peu de ton livre, Un Breton dans le désert. Alors, Ouais. personnellement, j'ai dit que j'allais le bouffer parce que j'ai avalé la première histoire où tu es avec ton 4x4 dans le désert. Libye. Je Ouais. l'ai avalé cette histoire et puis après il est malheureusement resté donc je l'ai pas terminé honnêtement, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et comment est-ce que tu t'y es pris pour l'écrire? Alors, je m'y suis pris. D'abord, j'ai rencontré sur les réseaux une dame qui a suivi un peu mes histoires et qui me dit, écoute, ça serait dommage, qui s'appelle Moni, qui me dit, ça serait dommage que ces histoires soient lettres mortes. T'aimes bien partager, t'aimes bien donner. Il y a des gens à qui que ça peut intéresser. Je lui dis, ouais, mais enfin, moi, j'ai pas de talent d'écrivain, donc il n'y a aucune prétention dans mon livre. Elle me dit, écoute, écris comme ça te vient, et puis je vais t'aider à mettre tout ça en place. Et puis, j'étais pas prêt, et je suis retombé sur un petit carnet quand j'ai fait la Libye, parce que j'aime bien noter un peu quelques anecdotes. Puis c'est le genre de choses qu'on regarde jamais finalement. Et puis là, j'ai regardé donc la Libye. Donc c'était à la période de Kadhafi encore. Donc j'ai passé quasiment 3 semaines là-bas et on a traversé toute la Libye, chacun un 4x4, on était deux. On se connaissait à peine et c'était mes premières histoires dans le désert. Donc là, j'avais 35 ans et pas envie d'écrire depuis. Et puis là, maintenant, l'âge venant, je me sens un peu plus sage, puis envie de dire un peu, envie de faire rêver. On est dans une période qui est tellement difficile et tellement douloureuse qu'un peu de soleil, ça fait du bien. Et puis voilà, c'est un livre sans prétention, qui est léger, qui partage beaucoup, j'espère, et qui fait part un peu de toutes les rencontres. Et je me suis aperçu que j'avais fait des trucs, je ne me rappelais même plus de tout ce que j'avais fait, puisque j'ai fait même du ski. C'est les plus hautes dunes d'Afrique, en Libye. J'ai même fait du ski dans les dunes. Voilà. Donc, Là, et c'est la première fois avoir, que. Pardon? pour avoir lu la première partie justement, ou cette partie en Libye, j'ai trouvé que que ça se lit très bien en fait. Et puis à chaque journée en fait, ça fait vraiment un carnet de voyage. C'est comme ça que je l'ai vu. Ouais. On avait l'impression que tu reprenais un petit peu dans le livre, que tu reprenais tes notes que tu t'es fait. Donc ce que tu viens de dire confirme ce que je m'étais dit. Et en fait, tu te rends compte qu'à chaque jour il t'arrive une galère Ouais. et que tu partages une galère ou un truc vraiment incroyable. Et c'est super chouette d'avoir fait ce carnet. Enfin, ce livre. Ouais, et Un c'est petit peu. vrai que c'est pas nouveau, hein, les voyages, ça forge le caractère, ça permet de se découvrir, ça permet de comprendre comment on fonctionne dans un état de stress ou dans un état de risque absolu. Et là, ça a été mes premières armes avec le désert et j'ai vraiment adoré. J'étais avec un type qui connaissait, lui, plutôt l'Algérie. Donc c'est la première fois qu'il allait en Libye aussi. C'était un de mes clients. Et puis on a pris le pari de partir tous les deux. Donc après, l'idée c'est un jour on est allongé au milieu de nulle part, puisque là-bas il n'y a pas de route, hein, dans le sud de la Libye. Il n'y a pas de route. Et puis il m'a expliqué tout le ciel. J'avais finalement jamais regardé le ciel aussi intensément, surtout que dans le désert, les étoiles et le noir est très fort, avec les étoiles très brillantes. Et donc il m'a raconté le ciel. Après, le lendemain, on va faire du ski. Après, on a fait des rencontres. Enfin, voilà, c'est des rencontres et toujours des rencontres. Donc, il faut être ouvert. Et c'est ça qui apporte tellement de richesse à l'homme, en fait.
Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que moi, je me suis fait la réflexion quand j'ai lu ton livre, qu'il y a tellement de choses en fait qu'on connaît pas et dont on ne se doute pas. Il y a même un moment, j'ai dit à ma femme, j'étais en train de lire, et puis je dis, tu savais que quand il y avait une tempête de sable, il fallait mettre du scotch sur les phares parce que sinon ça pollue la vitre. Ah, Et je ouais. me suis dit, il doit y avoir tellement de trucs comme ça, de trucs et astuces qui sont Ah bah, incroyables comme ça quand tu vis ça. ah ben c'est incroyable. Après, sur un autre voyage en Mauritanie, là, quand j'ai fait ma Trans 333, à un moment, je me retrouve avec un type. Ma montre, elle me dit d'aller tout droit, puisqu'on a des points GPS qui sont rentrés dans la montre. Ma montre me dit d'aller tout droit. Et le type, qui est un vieux baroudeur, il me dit non, c'est à gauche. Bah, je dis non, arrête de déconner, tu vois bien, c'est tout droit, regarde. L'azimut, il est là, machin. Il me dit non, il y a les pattes de dromadaire qui passent là. Si un dromadaire passe là, c'est qu'il n'y a pas de problème et que la voie, elle est facile. Toi, tu vas aller tout droit et tu vas voir, tu vas te taper des galères. Ben, je lui dis, écoute, tu sais pas quoi, va de ton côté, moi, je vais du mien. Et il m'a mis 2 heures sur l'étape. Donc, je me suis dit, la prochaine fois, j'écouterai un peu. Ouais, écoutez, il faut suivre le dromadaire. Voilà. Voilà, écouter le dromadaire. Ok, alors justement en parlant de la Trans 333, donc du coup que tu as gagné Ouais, alors tu as fini de main dans la main avec un autre participant. ouais. Euh, Raconte-nous cette expérience, parce que là, passer du marathon des sables qui est 250 km, arriver à 333, c'est encore une étape. Raconte-nous un peu cet événement. Alors là, la marche après est finalement très haute, puisqu'on passe d'une course où il y a 1200 coureurs avec 70 médecins à une course où on est entre 15 et 20 en fonction des années avec un médecin qui n'est jamais au bon endroit. Là, on est sur de l'autosuffisance totale avec sans balisage et du non-stop. Donc, on est vraiment sur une course qui est complètement différente. Donc, non-stop, ça veut dire qu'on court le jour, on court la nuit. Alors, la nuit, on ne court pas vraiment, on marche. Et puis, bah, après le marathon des sables, j'avais besoin d'un nouveau projet. Et moi, j'aime ce qui est nouveau. C'est-à-dire que moi, ça ne me réconforte pas de refaire la même chose. J'ai besoin d'apprendre sur moi. J'ai besoin de me remettre un peu, de me remettre, En ouais, danger. de me refaire en danger, refaire un défi. Et puis, je tape, du coup, sur Google, je tape la course la plus extrême du monde. Et je tombe sur cette espèce de bande de cinglés et qui sont des gens qui ont fait des trucs incroyables dont on ne parle pas, puisque c'est des courses où on est entre 15 et 20, donc il n'y a pas d'argent, il n'y a rien à gagner, mais il y a tellement à gagner en fait, Hmm. en valeur humaine et en tout, quoi. Donc là, il n'y a pas de show-off, faut trouver des solutions, il n'y a que des problèmes et il faut trouver des solutions. Donc tous les 25 km, on a un point GPS pour récupérer de l'eau et basta. Et entre premier jour, entre le premier et le dernier, il y a 50 km. Le deuxième jour, il y a 100 km entre le premier et le dernier. Donc, vous êtes tout seul une bonne partie du temps. Et donc là, c'était la Mauritanie. Donc, j'ai fait une première année où j'ai abandonné au bout de 180 km. Je me suis blessé, il y a une tendinite, j'étais pas à l'aise, c'est assez inquiétant hein, quand vous êtes au milieu de nulle part. Vous voyez, il y a tous les yeux des coyotes qui vous regardent. Vous arrivez dans un village, vous entendez des bruits, des machins. Enfin, faut pas être sensible. Hein, vous vous arrêtez, il y a des scorpions qui arrivent de partout. Et là, en température, c'est pas le Maroc, donc on est monté jusqu'à 48 et il fait 5 la nuit. Donc là aussi, le sac, parce que là, vous l'avez tout le temps sur le dos. Donc moi, je n'avais pas prévu pour la nuit, la première année. Donc quand vous passez de 48 à 5 degrés, ben, c'est frais. Et c'est violent cette chute de température? Ouais, c'est vraiment très violent. À partir de 4h30, à 16h30 le soir, en 1 heure, vous perdez 20 degrés et puis les 20 autres qui suivent après. Mais c'est d'une beauté absolue. Donc c'est le pays Théodore Monod, donc ceux les plus âgés connaîtront. Donc c'était un philosophe et puis un grand monsieur français qui prenait des pierres en Mauritanie, il les analysait en France et il les remettait au même endroit en Mauritanie. Donc pour vous donner l'état d'esprit que forge le désert. Donc on respecte. Bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais ça va de soi. C'est zéro empreinte carbone.
Donc, zéro empreinte carbone, même nos besoins sont mis dans des sacs et qu'on laisse au bivouac pour que ça soit retraité. Donc, on ne va pas dans un endroit pour le salir et ça, c'est la moindre des choses. Donc, aujourd'hui, quand je vois encore sur des petits trails dans nos régions, les mecs qui prennent des verres et qui les jettent par terre, c'est juste improbable, impossible, inimaginable aujourd'hui. Ok. Et donc, cette Mauritanie, donc là, moi, on a gagné en 96 heures, mais ça a été une galère impossible parce que la montre, en fait, se démagnétise. On est vraiment sur un sol où il y a un pouvoir céleste qui est extrêmement fort. Donc, toutes les 6 heures, faut la réétalonner. Donc, ce que je ne savais pas au départ. Donc, si tu veux, en fait, tu perds quelques degrés. Donc, comme on se dirige qu'à la montre, tu perds quelques degrés et tu te retrouves à 2 km de ton point d'eau et tu peux mettre 1 heure pour récupérer ta flotte. Alors, quand 1 heure, c'est beaucoup, il fait très chaud, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, pour réétalonner un monde, donc une fois, on s'est perdu dans les dunes et on n'avait plus d'eau du tout. Donc là, c'était un peu et puis personne appelait. Ah oui, et puis on n'a pas de balises les balises ne fonctionnaient pas, donc c'était impeccable pour nous retrouver. Donc c'est un facteur de stress. Donc là, vous devez vous débrouiller tout seul. Et puis, la nuit, on consomme moins d'eau. Et puis dès qu'il a fait jour, après, on a pu repartir. Mais c'est des souvenirs qui sont incroyables, des rencontres. Donc là, un des petits garçons, la première 333, j'arrive dans un village. Moi, j'ai toujours 1 ou 2 t-shirts que je donne aux enfants quand je passe quelque part. Je donne un t-shirt à un gamin. Le gamin, il part. Bon, je dis, bon, tant pis. Et il me rattrape 200 mètres après, il me tire le t-shirt et il m'ouvre sa main. Il avait 2 dattes dans la main et il m'offrait 2 dattes. Je suis au milieu de nulle part, je vois même pas une maison, je vois pas un dromadaire, pas une chèvre, rien. Et c'est des rencontres, tu repars en pleurant en fait. Voilà. Donc toutes les émotions sont démultipliées. On est très actif, en plus comme on ne dort pas et que tout prend une proportion incroyable. Et oui, c'est des émotions que j'espère que certains pourront vivre, peut-être pas aussi de façon aussi extrême, mais ce sont des belles rencontres. Ouais. Ah, c'est sûr que rien qu'à t'entendre le raconter, on a l'impression que tu as envie de repartir dans la seconde Ouais. qui va C'est clair. suivre la fin de cette Ouais. émission. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait envie, du moins tu en parles très bien. Comment est-ce qu'on se prépare? Enfin, j'ai beaucoup de questions, j'essaie de la choisir parce qu'on arrive déjà à 50 minutes. Comment est-ce que tu as vécu justement toutes ces difficultés? Tu parles des scorpions, tu arrives dans une ambiance, dans un village où tu sais pas si ça craint peut-être un petit peu. Comment est-ce que tu as vécu tout ça et comment est-ce que tu l'as surmonté? Comment je me suis préparé? Déjà, moi, je suis un peu tête brûlée, donc je me pose pas trop de questions. Donc, effectivement, on arrive sur un terrain qui est agressif. Donc, effectivement, c'est pas des papillons, c'est pas des petites fourmis, c'est des scorpions. Donc, au début, vous vous dites, c'est impossible de supporter. Puis après, avec le pied, tu les pousses, tu fais gaffe de mettre tes chaussures à l'envers pour pas qu'ils rentrent dedans. Après, il y a une préparation, il y a des choses que je ne faisais pas, que je fais aujourd'hui. Donc naturopathe, donc pour avoir une alimentation la plus digeste et la plus simple possible. En fait, il faut revenir aux fondamentaux. Le seul conseil que je peux donner à tous ceux qui nous écoutent, c'est revenir aux fondamentaux, manger le plus sain possible. Préparation mentale, c'est extrêmement important parce qu'effectivement, il y a beaucoup de moments de doute, des moments où on se dit qu'on va arrêter, il y a des moments où on n'y arrivera pas. Je ne vous cache pas qu'au bout de 333 km, les pieds ne sont pas dans un état qui est très sympathique. Donc on a des guêtres, hein. Il y a une bande velcro qu'on coud tout autour de la chaussure et on met une espèce de surchaussette sur cette chaussure, mais le sable rentre à l'intérieur. Et donc les pieds sont dans un état impossible. En anecdote, il y a même un coureur qui n'était pas très vigilant au niveau des pieds. Et il y avait même, pour te dire, des vers sous les ongles. Aïe. Donc là, on n'est pas loin de la putréfaction.
Donc, c'est-à-dire pendant 7 jours, pendant 6 jours, tu ne te laves pas et que tu ne prends pas soin de toi. Donc, le conseil encore, c'est pas parce qu'on est en non-stop, il faut rester très vigilant. Moi, j'ai toujours des petits gants humidifiés. On se fait sa toilette. Les pieds, que je sois dans le désert ou que je sois chez moi, c'est une vigilance extrême. Et bon, j'ai toujours un doigt de pied qui a pris sur une chute ou sur une pierre, mais moi, il m'arrive assez peu de choses en fait sur les doigts de pied et j'y fais super gaffe à mes pieds en fait. Voilà. Par rapport à d'autres coureurs, des fois, je les vois, ils sont dans des états. Et ça, il faut vraiment faire gaffe à ça. Bah, c'est vrai que sur tous les reportages que j'ai pu voir sur le Marathon des Sables et toutes les lectures, ça revient souvent, ce problème des pieds, des ampoules. On voit là des files d'attente pour passer chez le podologue. Ouais. Donc j'imagine que quand tu augmentes la distance, et encore plus quand tu n'as pas justement tous ces podologues qui sont là pour pouvoir te faire tes soins, bah, ça doit être encore plus dur, surtout avec une chaleur qui est encore plus grande. Donc bien préparer les pieds, quoi. Ouais, bien préparer les pieds, puis après savoir les soigner. Hein. Donc, ça, même pour ceux qui vont faire le marathon des sables, il faut essayer de se le gérer tout seul. Hein. C'est une seringue, de l'éosine, donc du rouge. Tu plantes la seringue dans l'ampoule, tu retires le liquide, tu le mélanges à l'éosine, tu le réinjectes, tu le retires, ça brûle un petit peu, et surtout la peau, elle se plaque. Et souvent, tu peux reprendre une ampoule, mais pas au même endroit, en fait. Donc, ça te soigne, mais très, très rapidement. Et puis, au moins, ça aseptise la plaie. Donc, après, il y a des petits trucs. Et c'est vrai que sur des courses beaucoup plus longues, là, j'étais avec des gars. Ils font des 555. Il y a des gars qui font des 1000. En fait, je suis poussin en fait, dans cette catégorie. Aujourd'hui, alors, il faut faire attention. Et c'est ce que je dis. Il faut vraiment faire très, très attention sur toutes ces épreuves qui sont très longues parce qu'on est très préparé. Ça ne concerne pas non plus énormément de personnes, mais moi, je suis suivi cardiaquement, j'ai prise de sang tous les ans. Donc, parce que quand j'entends des jeunes qui font des semis ou des marathons et qui font des malaises, aujourd'hui, un marathon, tu dis, t'as pas fait de marathon, mais c'est pas bon, quoi. Non, non, il n'y a pas de course à l'échalote, c'est prendre du plaisir. Moi, la clé, c'est la passion et le plaisir. C'est pas de dire, j'ai fait un truc de folie. Oui, j'ai besoin de ça. Aujourd'hui, ça m'anime. C'est ça qui dirige ma vie de sportif. Mais les rencontres également. Et puis en longue distance, par exemple, j'avais fait le canal de Nantes à Brest aussi. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller loin pour passer un bon moment. Alors tout le monde me dit oui, mais canal de Nantes à Brest, c'est monotone. Et alors c'est pas monotone. Alors c'est un faux plat montant puisque bon, sur 358 km, il n'y a que 1000 mètres de dénivelé positif. Mais c'est un faux plat montant et puis des rencontres mais incroyables. Il y a une bulle d'oxygène. Et j'avais fait ça aussi en non-stop, donc en dormant un peu. J'avais dormi 3 fois 10 minutes là. Ah ouais. Et t'as Ouais. mis combien de temps à le faire pour info? 76 heures. 76 heures. Oh la Ouais. vache. Mais je suis pas arrivé dans un bel état. J'avais là aussi, je suis allé voir quelqu'un pour me refaire des semelles pas orthopédiques, mais en fait, c'est ce qu'il m'expliquait. Il me dit c'est comme dans la Formule 1. Bah, tu as des petits calages au niveau des pieds, et si ça frotte trop, si ça appuie trop, et au bout de 150 km, tu as les pieds, tu as des frottements, tu as des choses qui se mettent vraiment en place, et tu souffres, tu souffres. Donc, il faut éviter toutes ces petites souffrances-là. Mais ce que je me souviens, et là, je suis en train d'écrire justement mon prochain livre où je vais parler du canal, et c'est vraiment avec beaucoup de sympathie et de bienveillance que je parlerai de ce moment-là. C'est des rencontres incroyables. Alors justement, justement, tu enchaînes avec ma prochaine question, c'est très bien. Ah, Euh, J'allais te demander si il y avait d'autres choses, parce qu'on a parlé beaucoup du désert, notamment grâce à ton livre Un Breton dans le désert. Mais est-ce qu'il y a d'autres ultras comme ça que tu as fait et qui t'ont marqué? donc 2 fois la Mauritanie, le marathon des sables. Là, je repars au Mozambique. Ça va être une course de 240 km par étape. Donc là, je vais retrouver un peu le fonctionnement du marathon des sables. Donc ça va être sympa aussi. Par contre, c'est très international, donc ça va être sympa. Moi, ce qui ne m'intéresse pas trop, je ferai sans doute la Réunion parce que c'est un passage obligé, mais moi, monter un chemin où on est 300 les uns à la suite des autres, en fait, c'est pas mon kiff. C'est sans critique aucune parce que la course, elle est d'une beauté incroyable. Mais aujourd'hui, commercialement, ils en font un peu trop. Il y a 4-5 courses dans la même journée. Ça devient un peu l'autoroute. Donc, j'aime sortir des sentiers battus
et aller sur des courses qui sont beaucoup plus, un peu plus risquées, un peu plus dures, mais où on est un peu moins nombreux, quoi. Ok. Voilà. Toujours Après des parcours, j'en ai, mais j'ai des déserts là, de folie. Il y a la Namibie, il y a, il y en a un paquet, quoi, en fait. Ouais, c'est vrai qu'on pense toujours tout de suite au Sahara quand on parle désert. Enfin, Ouais, du moins, moi, c'est l'esprit que ouais, ça me met tout de suite. Je suis toujours dans cet esprit, Sahara, désert égale dune égale. ouais. Voilà. Mais en fait, il y en a tellement plein d'autres. Ah bah oui, oui, il y en a partout dans le monde. Puis vraiment, je vous dis, c'est même sans aller courir, faut y aller, faut marcher un peu dans le désert, marcher avec les Touaregs. Ils ont tellement de bienveillance et de recul sur la vie. Ils nous apprennent pas mal de choses, hein, franchement. Mm. Alors, je vais mettre une dernière question. Émotionnellement, quel a été pour toi le plus marquant, l'Ironman ou l'Ultra? Non, j'allais te dire un peu les deux parce que j'ai des très bons souvenirs sur les deux, mais non, l'ultra et la façon que j'ai de le mettre avec de l'engagement et de la solidarité derrière. Quand tu vas dans un petit village, la dernière fois, donc quand j'ai mis en place une cantine pour les enfants, donc ils venaient d'acheter un dromadaire. Le dromadaire, il séchait sur 6 cordes à linge, donc il y avait des petites lanières partout tu voyais le dromadaire qui passait dans tout le village. Bon, bah, ça, c'est des souvenirs. L'Ironman, c'était la performance, c'était pour dire, attends, t'as vu, je suis un bonhomme, je suis là, je suis en place et je suis fort. Donc, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Mais aujourd'hui, je suis vraiment sur d'autres. Mon chemin est un petit peu différent et je suis plus sur la rencontre, l'aventure, l'engagement et puis la solidarité. Ok, super. Alors, j'ai dit que c'était la dernière, mais en fait, il y a avant-dernière. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup ton livre Un Breton dans le désert? Comment est-ce que les gens peuvent se le procurer? Alors, sur ma page Facebook, donc Bernard Dufour, et puis vous m'envoyez un petit message et je vous l'envoie par la poste. Je vous l'envoie sous 2 jours. Voilà, donc j'en ai déjà vendu Avec un petit quasiment mot? 200. Avec un petit mot, ouais, avec une petite dédicace. Voilà, ça donne un peu de soleil et puis ça fait partager surtout un petit peu de toutes ces folies qu'on est capable de faire. Et tu l'as auto-édité du coup, ton bouquin? Oui, absolument. Et juste un C'est petit mot, pourquoi avoir fait ce auto-édité. choix? Pardon? Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que j'en avais pas d'autres à ma connaissance, en fait. Passer par un éditeur, ça me paraissait compliqué. Et puis, donc là, aujourd'hui, il est en vente aussi sur Amazon, même Mmh. si Amazon n'est pas très à la mode en ce moment. Mais donc, sinon, chez moi, j'en ai acheté un bon nombre. Et puis, ça me permet de rencontrer les gens et puis de leur mettre un petit mot. C'est vachement sympa. Ouais, j'ai beaucoup de messages de sympathie. C'est très touchant. Eh ben c'est totalement mérité parce que, encore une fois, pour avoir lu la première partie du livre, il se lit très très bien, il se lit très facilement. Alors, juste une chose, François, pourras-tu mettre les infos de la commande dans les commentaires? Bien sûr, je mettrai tous les endroits où vous pouvez retrouver Bernard, donc où vous pourrez commander son livre. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, Bernard, pour cette année 2021? Eh bien, écoute, du boulot, j'espère. Et puis surtout, des grands espaces, des belles histoires encore à raconter, de la solidarité, du sourire, du sport. Donc moi, je cours avec mon fils dans un club à Pontivy. Donc ça, c'est des moments qui sont sublimes. Parce qu'aujourd'hui, il a 15 ans, donc moi, j'en ai un peu plus. Et là, depuis 2 mois, ça y est, là, sur 1000 mètres, je fais plus le. Je suis totalement dépassé et j'adore. Et Voilà. comme tu Et je continues à suis. progresser, ça peut peut-être se rebalancer dans l'autre sens? Alors là, je pense que là, cette fois, c'est fini. Là, le coach m'a dit, m'a dit, ton fils est passé devant sur 1000 mètres, tu le reverras jamais. Ok. On est en dessous de 3 Bon, minutes, c'est pas possible. et ben peut-être qu'il prendra le relais des courses dans le désert dans quelques années. Ouais, pourquoi pas. Bon, eh ben, merci beaucoup Bernard, en tout cas, d'avoir partagé toutes ces émotions, ton histoire. C'était vraiment très enrichissant. On a passé, du moins, je vais parler pour moi, mais je le vois dans les commentaires que les gens ont apprécié notre échange. Bon, Donc, c'est merci gentil. beaucoup. C'était Ouais. vraiment un très bon moment.
Donc encore une fois, vous retrouverez donc le lien pour commander votre livre à Bernard directement. Et puis nous, on se retrouve mercredi prochain avec un nouvel invité, comme tous les mercredis soirs à 20h30. Bonne soirée Bernard et merci encore. Ouais, et j'espère te retrouver bientôt sur une course. Hein. Eh ben avec très grand plaisir. Mais on n'a pas besoin d'une course, hein, on n'est pas très loin pour se. C'est vrai. Exactement, t'as raison. Ça marche. Merci à tous, merci à toi. Avec plaisir, à bientôt, bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.